Alors maintenant, nous allons aborder un autre volet ou une autre, sous une nouvelle perspective, une perspective différente, la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle du financement international du Québec. Et pour ce faire, nous avons un conférencier tout à fait approprié et connaissant du sujet, Marc Vallière. Marc Vallière est professeur retraité du département des sciences historiques de l'Université Laval. Il a enseigné l'histoire économique et l'histoire urbaine de 1975 à 2007. Il a publié notamment comme directeur et principal auteur une histoire de Québec et sa région en 3 tomes en 2008, une histoire de l'industrie minière québécoise en 2012 et une histoire du financement gouvernemental au Québec de 1867 à 1987, intitulée « Le Québec emprunte en 2015 ». Donc, qui de mieux placé pour nous parler du financement international du Québec dans une perspective historique. Alors, je vous invite à recevoir M. Marc Vallière. Alors, merci de cette aimable présentation et aussi du court temps dont je vais disposer. Donc, je vais y aller à l'essentiel, le plus rapidement, c'est ça possible. Alors, ce sera le point de vue d'un historien dans un monde où, finalement, le colloque tend généralement à se rendre jusqu'à la période la plus récente. Et donc, je vais m'arrêter, moi, dans les années 1980, mais il y a des tendances qui sont déjà très marquées à cette époque-là qui vous permettront d'interpoler ou d'intrapoler la différence. C'est supposé avoir... bon, voilà. Alors, évidemment, j'ai suivi les conseils de Pierre Fortin. J'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai du temps à consacrer à la recherche et à différents projets. Et de sorte que, après avoir travaillé sur l'industrie minérale, j'ai été intéressé par les gens de l'Institut de recherche en économie contemporaine de Montréal qui travaillaient sur le courtage financier au Québec pour la période 1867 à 1987. Ce qui m'a amené à retrouver une vieille thèse de doctorat et des recherches postérieures qui portaient sur le financement du gouvernement du Québec. Et donc, il y avait là toute une pertinence, puisque cette recherche qui avait été poursuivie dans les années suivantes s'intéressait aux négociations entre le gouvernement du Québec et ses agences avec les marchés financiers, les banques et maisons de courtage qui s'occupent d'émettre les obligations du gouvernement du Québec. De sorte que, en retrouvant tous ces dossiers-là, j'ai préparé une publication qui est parue en 2015, qui s'appelle « Le Québec emprunte ». Et c'est un peu l'essentiel, les éléments fondamentaux de cette recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. Depuis l'apparition de l'ouvrage en 2015, je travaille à une histoire du courtage financier au Québec. Et là, c'est le point de vue des maisons de courtage dans le rôle qu'elles jouent dans le financement des entreprises, des gouvernements et à tous les paliers, et même des communautés religieuses et autres, en fait, toutes les organisations qui ont besoin de se financer sur le marché. Donc, cet ouvrage-là devrait normalement paraître au printemps. J'en ai terminé et je prévois de longues vacances. Alors, j'avais l'intention de présenter un recul historique. Vous n'en serez pas surpris de la part d'un historien, dans la mesure où il faut retourner souvent aux sources et aussi briser un peu des opinions toutes faites qu'on pourrait avoir sur le fait, par exemple, que le Québec est entré sur la scène du financement international dans les années 1970. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Les marchés financiers ont évolué dans le temps, dans leur disponibilité de ressources qui peuvent être empruntées par les gouvernements. Et donc, au cours de mes recherches, j'ai pu constater que le Québec a eu une stratégie tout à fait originale dans son utilisation des marchés financiers pour ses besoins de financement.
Alors, je dirais un mot sur les syndicats financiers, qui sont le véhicule, en quelque sorte, par lequel les emprunteurs accèdent, si on veut, à l'épargne institutionnelle ou individuelle et réussissent ainsi à financer leurs grands projets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat financier? Je le rappelle brièvement. Ce sont des organisations qui sont peu connues, mais qui sont extrêmement importantes. Alors, un groupe de banques et de maisons de courtage financier qui achètent une émission d'obligations ou d'actions et qui les distribuent à des clients institutionnels et individuels. Généralement ou fréquemment, il y a eu de longues périodes où on faisait des appels de soumission pour obtenir des offres de différents syndicats financiers. Ou l'autre option, c'était de fonctionner avec un syndicat bien organisé et qui, d'année en année, continue à rendre ce service-là à l'emprunteur. Alors, la composition des syndicats financiers est déterminée par le chef de file, une banque ou une maison de courtage, ou souvent les deux en même temps, qui prennent en charge. Dans le cas du Québec, c'était la Banque de Montréal et Ames pendant de nombreuses années, et qui sélectionnent les membres du syndicat selon leur capacité à distribuer les obligations en question et servent de conseillers financiers au gouvernement dans leurs opérations de financement. Alors, le choix des syndicats et des institutions qui en font partie se font généralement en fonction des marchés. Alors, il y a le marché canadien où il y a un syndicat, généralement un syndicat qui s'est organisé. Il y a le marché américain. Et quand on passe à l'étape internationale ou hors de l'Amérique du Nord, à ce moment-là, les marchés sont segmentés et souvent, il y a les syndicats qui sont constitués pour aller chercher les fonds sur ces marchés. Alors, c'est une organisation hiérarchique où il y a un chef de file, bureau de direction et des membres. Et donc, c'est une structure qui a tendance à persister, à continuer à vivre. De nouveaux membres s'ajoutent, d'autres partent. Et donc, c'est une façon, en quelque sorte, d'organiser le financement sur une base qui peut devenir permanente et à très long terme. Dernier élément, la confidentialité, ce qui, pour un historien, pose des problèmes sérieux, dans la mesure où, si on veut avoir accès à l'information, et la raison pour laquelle je m'arrête en 1987, est en bonne partie liée au fait que la documentation est presque inaccessible et l'est de moins en moins parce que les règles d'accès aux archives pertinentes sont devenues absolument aberrantes. Alors, c'est 100 ans après le remboursement de l'emprunt. Alors, il y a quelques emprunts au 19e siècle qui sont accessibles et le reste... Alors, le gouvernement du Québec, c'est pas nouveau, emprunte quand il y a des grands projets à financer. Au 19e siècle, ce sont les chemins de fer. Et, le Québec n'a rien de particulier à ce propos-là. À travers toute l'Amérique du Nord, les autres continents même, tous les pays ou les régions bâtissent des réseaux ferroviaires. Et donc, il faut financer ça. Et le Québec, pour la période 74 à 97, va avoir une période de financement accélérée. Au 20e siècle, ce sont les bons chemins, les véhicules automobiles arrivent et il faut construire des routes. Il faut financer ça. Pendant la Grande Dépression, la lutte au chômage, tous les programmes de travaux publics qui permettaient de lutter contre le chômage. Et après, évidemment, il y a eu les deux guerres, Première guerre, Deuxième guerre, où là, le gouvernement fédéral a financé l'effort de guerre. On a découvert tout à coup qu'il y avait des capitaux, qu'il y avait de l'épargne disponible pour être utilisée et qui pouvait évidemment servir à financer d'autres projets. Et pendant la Révolution tranquille, les grands projets hydroélectriques et une multitude d'autres projets qui devaient être également financés dans la mesure où l'État devient fortement interventionniste, y compris dans les périodes de crise. Alors, pendant la période 1875 à 1914, donc, une période où on aurait
En fait, la norme au 19e siècle pour les provinces canadiennes et le gouvernement fédéral, c'est de se financer en Grande-Bretagne. Il y a deux grands marchés financiers à l'époque. La Grande-Bretagne pour l'Empire et une bonne partie du monde, et Paris pour le marché européen. Donc, le Québec commence à se financer en Grande-Bretagne dans les années 1870. Tout à coup, il y a un problème. Le marché britannique se ferme. Il y a une opposition très forte aux emprunts du gouvernement du Québec sur le marché britannique, concurrence entre compagnies ferroviaires. Le Québec donnait des subventions à des compagnies de chemins de fer, régionaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si le marché britannique se ferme quand on est une province de l'Empire britannique? Alors, on essaie aux États-Unis. D'abord, en 1878, un emprunt américain, la Banque de Montréal réussit à organiser un emprunt aux États-Unis, ce qui est une nouveauté tout à fait exceptionnelle. Il y a très peu de financement sur le marché américain à l'époque. Les Américains s'en vantent, même à l'époque dans la presse. Il faut continuer à chercher ailleurs. Et en 1880, on redécouvre la France. C'est une période où il y a les liens politiques, économiques et culturels se développent avec la France, un peu comme dans les années 60. Et donc, on va trouver des capitaux français pour financer, prendre la relève, si on veut. Et même en 1882, le gouvernement du Québec va essayer d'aller chercher lui-même du capital local, de l'épargne locale, et ça va échouer. On va se rendre compte rapidement des limites de l'accumulation du capital sur place. Donc, pour cette période-là, 1874-1914, mais surtout jusqu'en 1897, alors vous avez le marché britannique, où il y a un certain nombre d'institutions financières qui participent au financement. Environ 57 % du financement est britannique, mais quand même, 36,3 % du financement vient du marché français. Et c'est le Crédit Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas, qui sont de grandes institutions financières à l'époque et qui nous sont encore sous d'autres noms possiblement. Et le marché américain et le marché canadien, un petit 1,8 %. Donc, première étape, dans la deuxième période, 1914-1961, alors, l'accroissement de la dette pour le financement du réseau routier est relativement pas très élaboré, pas très important, jusqu'à dans les années 30. Pendant la Grande Dépression, ça, c'est la dette du gouvernement du Québec. Augmentation très importante, financement des travaux publics, etc. Et là, vous avez le régime du Plessis, à partir après la guerre, parce que pendant la guerre, il y a peu, le gouvernement provincial emprunte très peu. Et après la guerre, c'est le régime du Plessis, où là, on emprunte surtout pour rembourser des emprunts antérieurs qui viennent à échéance. Donc, pendant la période précédente, pourquoi le marché américain devient important? C'est que, justement, le marché européen se ferme en 1914, au début de la guerre, et il reste fermé à peu près, inaccessible, jusque dans les années 60. Il y a des tentatives au début des années 60 où on essaie de l'ouvrir à nouveau, mais sans réussir. Donc, c'est le marché américain qui prend la relève, 1915-29. Pendant la Grande Dépression, très peu de contributions. Et ensuite, en 1945-59, relativement important, et surtout important pour Hydro-Québec. Hydro-Québec va commencer à se financer plus fortement aux États-Unis. Seulement un tiers, mais c'est une tendance qui va se développer dans la période postérieure. Donc, en moyenne, 23 %. Il y a eu un gros débat. On ne parle jamais des syndicats financiers normalement, mais au début des années 60, 63, 64 et 72, il y a eu tout un débat en 63-64 à propos du contrôle qu'exerçait
le syndicat financier de la Banque de Montréal et Ames sur le financement du Québec. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait agir. Alors, le gouvernement Lesage, à l'époque, a scindé la tête du syndicat financier qui contrôlait en ayant des directions en alternance, ce qui ne changeait rien en pratique. Sauf que le débat était lancé, il revient en 1972. Et il y a aussi toute la question nationale qui commence à faire partie du décor. En 1966, il y a l'Union nationale qui est élue avec le slogan « Égalité ou indépendance ». Et ça va provoquer un remous très important chez les investisseurs, disons, des investisseurs hors Québec. Et on va se désintéresser, on va boycotter même les obligations du Québec. De sorte que le financement au Canada devient important et il faut trouver une solution alternative. Il faut trouver des options nouvelles. Et la situation est encore aggravée jusqu'à un certain point par l'élection du Parti québécois en 1976 et en 1980. Donc, il faut aller ailleurs. Alors, je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Alors, c'est l'évolution de la dette, ça pourrait intéresser Pierre. On voit, il y a donc une augmentation très importante de la dette dans les années 70, qui est gonflée par l'inflation, bien sûr, mais qui oblige le gouvernement à emprunter des sommes très considérables pour tous les grands projets qui sont en cours, qui ont besoin de financement. Alors, il faut diversifier les sources de financement. C'est la seule solution possible. Et là, on va utiliser différentes options. Alors, d'une part, aller chercher l'épargne québécoise par les obligations d'épargne de 63 à 66 et reprise en 71. Et les obligations d'épargne vont donc devenir un instrument alternatif important pour rencontrer les besoins financiers du gouvernement. Il y a la Caisse de dépôt et de placement, dont on a parlé un peu plus tôt ce matin, qui devient un autre instrument important pour, à partir de l'épargne accumulée des retraites des Québécois, et les marchés internationaux, qui vont également pouvoir prendre le relais. Alors, je vais accélérer parce que je sens qu'on va me couper le sifflet bientôt. Alors, je vais avancer un peu et revenir par la suite. Alors, si on regarde, c'est une répartition du financement en fonction des différents marchés. Alors, en bleu en bas, le Canada-Québec, les obligations d'épargne, la Caisse de dépôt et quelques autres émissions privées, les États-Unis et l'international. Et là, je n'ai pas utilisé les monnaies parce que, évidemment, une bonne partie des emprunts sur les marchés internationaux se font en euro-dollar américain et en euro-dollar du Canada. De sorte que c'est une compilation à partir du contrôle des syndicats financiers. Quel syndicat financier international prend en charge chacune des émissions? Et là, on constate que la proportion qui, en bleu en bas, qui est prise en charge par des syndicats canadiens reste relativement stable. Vous avez en bas les obligations d'épargne qui sont relativement peu importantes jusqu'à les années 70, mais qui vont avoir une importance considérable. Il y a une modulation. C'est une période de taux d'intérêt très élevé. Et donc, là, il y a de grandes incertitudes quant à l'utilisation des obligations d'épargne. Vous avez la Caisse de dépôt qui apparaît dans les années 60, 66 donc, et qui graduellement se taille une place et évidemment prend une grosse part des émissions d'obligations du Québec dans les années 80, à une époque où on a un besoin pressant. Et vous avez également le financement aux États-Unis, en jaune, et le financement international diversifié, qui devient un élément majeur à partir du milieu des années 70. Donc, vous avez un gouvernement qui joue sur différentes sources de financement en fonction de ses besoins de financement et les ajuste en fonction des caractéristiques des marchés financiers, de chacun des marchés financiers à l'époque
et qui organise la participation de syndicats. Il me reste encore quelques minutes, deux. Alors, c'est les mêmes données, mais reproduites autrement par période. Alors, pour la période 60-69, on voit que 53 % du financement vient du syndicat en fait canadien-québécois, 10 % des obligations d'épargne. On voit que ça reste un pourcentage assez stable pour 70, 79, 80, 87. La caisse de dépôt prend une importance assez rapidement dans les années 70, 80, et ensuite tend à se stabiliser. Du côté américain, ça reste relativement stable également comme proportion, et c'est le marché international qui, lui, reprend en quelque sorte ce que le syndicat canadien laisse partir, ne peut réussir à assumer. Et donc, l'international, 5,7 % pendant la période 60-69, seulement quelques emprunts à la fin des années 60. Et 70-79, 20 %, 34,5 % en 80-87, donc plus du tiers. Et si on ajoute le financement international européen et mondial au financement américain, on a que c'est plus de 50 quelques % de l'ensemble du financement. Je vais terminer avec la composition de ces syndicats financiers parce que c'est assez intéressant. Une compilation, donc, des nombres de participation des différentes institutions bancaires et maisons de courtage internationales dans les emprunts. C'est uniquement les syndicats financiers internationaux et des émissions publiques. Donc, ça ne tient pas compte des émissions privées. Là. Si j'avais plus de temps, je pourrais vous en parler. Alors, vous avez une institution sur 119, donc, émissions internationales, le Crédit Suisse, avec différentes associations, Crédit Suisse First Boston, qui est là dans 64 émissions et qui est en général en tête de liste. Et son rang en 1984 pour l'ensemble des émissions à l'échelle de la planète, si on veut, c'est au premier rang. Donc, et les liens sont continus de 1969 à 87. Et vous avez l'évêque Beaubien, qui est présent dans la plupart des syndicats. En quelque sorte, quelques maisons de courtage canadiennes sont insérées dans les syndicats financiers internationaux comme pour écouler une partie de ces émissions-là sur le marché international, mais aussi sur le marché local. Et dans la mesure sont en bonne partie des émissions, 40 % des émissions sont en dollars américains, les émissions internationales sont en euro-dollars, et 17-18 % en euros-dollars canadiens. Et donc, vous avez les grands du financement international qui sont là. Warburg, une maison anglaise, Crédit Lyonnais, des banques allemandes qui étaient là dès le départ, en 68-69. Et les banques suisses sont très importantes également, à la fois privément et en financement public. Et donc, vous avez un gratin, si on veut, de la finance internationale qui est installé comme dans les syndicats financiers du Québec et qui continue pendant 20 ans et plus. Mon observation s'arrêtait en 87, mais je présume que ces institutions-là et leurs successeurs continuent donc à contribuer directement au financement. Donc, le Québec peut compter sur un bagage, un groupe, en fait, de grandes maisons financières internationales qui permettent d'émettre la dette que le Québec a accumulée pendant toutes ces années. Alors, je vous remercie.